Voilà, donc je vous propose de démarrer aujourd'hui cette vidéo, cette conférence débat sur un thème qui m'a interrogée la semaine dernière et que je voudrais partager avec vous, qui est le thème de comment le discours du féminin sacré écrase les hommes. Alors, j'ai dit écrase les hommes, mais a aussi un impact sur les femmes. Et en général, quel est l'impact que ça a d'appartenir à ce mouvement, à ce courant du féminin sacré. Donc moi, ce qui vient m'intéresser ici, et ce que je veux partager avec vous, c'est le fait de se questionner, de prendre du recul et d'interroger les mouvements qui sont érigés comme des valeurs, et de voir pourquoi ça existe, dans quel contexte ça existe, même historique et social, hein, pourquoi le mouvement, à quel moment le mouvement du féminin sacré a commencé à exister, c'est quand même un mouvement relativement récent, hein, à partir de quoi, c'est le prolongement de quoi, et quelle est la fonction du féminin sacré, de ce courant, qui existe dans un petit milieu, qui est le milieu dit New Age, hein, qui est un milieu particulier, qui est assez petit quand même, hein, parce que dans d'autres milieux, si je prends par exemple le milieu de l'usine, de l'entreprise, le féminin sacré est absolument pas connu dans ce milieu-là. Ça ne réfère à rien. Donc c'est connu dans un petit milieu, comme valeur noble, et c'est intéressant de voir, mais quelle est la fonction de ce mouvement, à quoi ça sert, ça permet quoi, ça empêche quoi, quel est l'impact et les conséquences de s'affilier à un mouvement ou à une valeur ou à une autre valeur, mais là on va interroger celle du féminin sacré. La première chose qui m'est venue à l'esprit quand je me suis questionnée sur ce sujet, c'était, oui, le féminin sacré, c'est une valeur noble, une valeur haute. C'est joli de s'affilier au féminin sacré. En tout cas, moi qui suis une femme et qui j'ai entendu parler de ça il y a une dizaine d'années en arrière, et je me suis dit, waouh, super, c'est super d'appartenir au féminin sacré, en tout cas d'en connaître l'existence, de l'expérimenter, puisqu'il y a ici une relation aux déesses, il y a une relation au divin, il y a une relation à ce qu'on appelle le sacré. D'ailleurs, je passerai un petit moment aussi avec vous à développer c'est quoi le sacré. Mais il y a quelque chose de l'ordre d'une valeur haute. Et donc, je me suis intéressée à ça. Je me suis dit, super, moi j'ai envie de faire partie des femmes qui visitent le féminin sacré, qui peuvent le toucher, qui peuvent le faire rayonner, parce qu'il y a un côté très lumineux là-dedans. Donc, quand je touche ça, hein, quand je le vis, je suis vraiment ravie de le vivre et de le goûter et de le faire partager aux hommes ou aux femmes. Bref, il y a quelque chose d'assez jouissif avec ça. Et en même temps, à un moment donné, je me suis dit, bon, mais très bien, je peux me revendiquer comme faisant partie des femmes solaires du féminin sacré, par exemple. On pourrait dire ça comme ça. Et en même temps, si je continue à me prendre au sérieux là-dedans, à un moment donné, je vais rester sur mon piédestal et évidemment il y a des conséquences de rester fixé sur un piédestal, qui n'est pas anodin d'ailleurs, hein. Donc je me suis dit, j'ai pris du recul et je me suis interrogée sur cette question, mais pourquoi le féminin sacré existe, et pour moi il y a un endroit où je me suis dit, mais ça me valorise. Quand je fais ça, quand je me sens affiliée au féminin sacré, je me sens valorisée. Je me sens dans une certaine noblesse, je ressemble à une déesse, je connecte ma déesse préférée. Moi, j'ai choisi de m'affilier à la déesse de l'amour, Aphrodite. Et du coup, je me suis dit, mais tiens, pourquoi les autres femmes... Parce que du coup, en étant Aphrodite, c'était génial, quoi. D'un coup, je me sens vraiment la déesse de l'amour, tout m'est permis, les hommes sont à mes pieds, ouais, c'est génial. Donc, ça marchait très très bien en faisant ça. Donc, j'ai même donné des cours de séduction pour les femmes où je les faisais chercher une déesse préférée et s'affilier à la déesse, de s'y connecter pour s'affilier au féminin sacré, à leur féminin sacré, et le faire rayonner. Ça a tellement bien marché, cette histoire, que du coup j'ai perdu des clientes. Donc j'ai un peu arrêté, c'était pas tout bénef, mais ça marche bien. En fait, ça marche bien parce que le fait de se connecter à une valeur haute, ici à une déesse, à quelque chose qui ne prend pas forme humaine d'ailleurs, parce que quand on s'affilie au féminin sacré, on s'affilie à quelque chose qui n'est plus, qui est de l'ordre d'une déesse, d'une déité, d'un symbole, mais qui n'est plus une créature humaine limitée. Donc ça a un intérêt que d'un coup ça déploie, ça me magnifie et ça me déploie dans un rayonnement de puissance énorme, quoi. Voilà. Donc petit 1,
pourquoi le féminin sacré, pourquoi ce couplage existe et quelle est l'intention de rapprocher le mot féminin avec le mot sacré? Ça, c'est la première question que je me suis posée en faisant une étude sur cette question. Ce que je me suis dit, c'est qu'on est encore aujourd'hui imprégné de l'héritage du patriarcat. Juste un peu d'histoire avec vous. Au tout début, dans les textes, on trouve le matriarcat. Donc, c'était le règne de la femme comme une déesse mère qui enfante et qui a une forme de règne sur les humains, d'accord, sur les hommes et les femmes. Bon, ça a été renversé. Donc, les symboles de déité, du féminin, les déesses de la fécondité, tout ça qui ont existé, puisqu'il y a des traces de ça au niveau de l'histoire et des statues. Enfin, il y a des traces. Donc, ça a été renversé par les hommes. Et donc, renversé et du coup remplacé par des... pas par des dieux, mais par des dieux mi-hommes, d'ailleurs mi-hommes, mi-messagers de Dieu, mi-humains, comme les premiers prophètes. Dans les trois religions, on va trouver des dieux qui incarnent le divin, mais qui sont des hommes, comme Abraham, Moïse, dans la première religion, et puis ensuite Jésus-Christ. Et puis en fait, ce sont des messagers qui viennent incarner le divin, mais dans des humains. Voilà. Et donc, ce patriarcat renverse les valeurs initiales du féminin et perdure depuis des siècles et des siècles, puisque nous sommes encore sous l'héritage du patriarcat. Du coup, je fais un résumé parce que je ne vais pas développer, c'est pas le but non plus que je développe pendant des heures le patriarcat, mais l'intérêt de ça, c'est de voir d'où provient le féminin sacré, et c'est intéressant de regarder que ce féminin sacré, il s'origine justement de ces valeurs du patriarcat, et qui quand vous regardez bien, ces dieux mi-hommes, mi-humains, comme Jésus-Christ, comme Abraham, Moïse et d'autres prophètes, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, il y a beaucoup d'hommes quand même. Il n'y a quand même pas beaucoup de femmes. La seule femme dont j'ai pris connaissance, c'est la Vierge Marie, qui s'apparente à ces figures masculines qui sont fortes. Après, les autres, pour les figures féminines, ce sont plutôt des déesses. Dans les religions, donc on va voir des déesses comme les déesses tantriques, les déesses bouddhistes et d'autres déesses diverses et variées, mais elles sont plus sous forme humaine. Donc le sacré du féminin apparaît beaucoup plus sous forme de déesse que de déesse, donc ça veut dire relative à un absolu, et donc elles ne prennent pas forme humaine. Alors que chez les hommes, j'imagine que les hommes se sont affiliés beaucoup plus aux dieux en s'organisant pour mettre de l'humain dans du divin, dans de l'absolu. Voilà. Et je discutais avec un ami dernièrement qui me disait, mais l'intérêt de se sacraliser, c'est-à-dire de s'affilier à quelque chose de divin, c'est aussi une illusion qu'on se fait de croire qu'on peut mettre du Dieu en nous, quoi. Et de quelque part, de se mettre une image de l'absolu à l'intérieur d'un humain qui est limité. Et pourquoi pas, mais le faire en toute connaissance de cause. Donc ce renversement du matriarcat par le patriarcat, bon, ça dure encore depuis des siècles et des siècles, puisqu'on est encore sous l'imprégnation de ce patriarcat. Et du coup, ce féminin sacré qui arrive dans ce milieu du New Age, bien, il a un intérêt, qui est justement de dire, tiens, on peut renverser un peu plus le patriarcat en utilisant ce mot sacré. Avant le féminin sacré, l'engouement du féminin sacré, il y a eu tout le mouvement du féminisme quand même. Et pour moi, le mouvement du féminin sacré est un prolongement du féminisme, du mouvement des féministes, mais qui, elles, étaient des femmes beaucoup plus combatives, militantes, pour renverser le patriarcat, pour rééquilibrer le sexe opposé, enfin la guerre des sexes. Donc pour rééquilibrer, le féminisme a commencé à exister au Moyen-Âge, non pas dans l'Antiquité, a vraiment été un mouvement consacré au 19e et 20e siècle. En France, c'est le MLF, mais il n'y a pas eu que le MLF qui a existé. C'est quand même un mouvement qui a été assez prégnant dans tout le courant du 19e siècle.
Et le féminisme, par contre, prône des valeurs d'égalité, en tout cas d'abolition des inégalités entre les hommes et les femmes, sur le droit au travail, sur la place de la femme dans le marché, sur le social, sur le droit de vote. Donc revalorise le blason de la femme, la place de la femme dans la société. Mais ici, c'était un débat sociétal pour le féminisme. Et il y avait quelque chose de « je milite, je revendique mon droit ». Le féminin sacré est beaucoup plus subtil. Pour moi, c'est exactement le prolongement du féminisme, c'est exactement la même chose, mais c'est fait sous une forme de la voix, de la voix du cœur. Je dirais que pour moi, de mes réflexions, hein, pour moi le féminisme c'est la voie de l'épée. Donc on va s'armer, on va s'outiller, on va se battre pour avoir nos droits et reprendre notre place, pour inverser les rôles. Et le féminin sacré, c'est la même voie, c'est la même chose, mais sous un déguisement de la voix du cœur. Un déguisement dans le sens de j'utilise les valeurs du féminin sacré, qui sont l'amour, l'accueil, la sensibilité, l'émotionnalité, la réceptivité, voilà, toutes ces valeurs magnifiques du féminin, mais de manière subtile, qui ne sont pas directement contre les hommes. On n'est pas en train de mener une bataille ici contre les hommes. Par contre, pour moi, ça a exactement la même fonction. C'est-à-dire que ce n'est pas la voie de l'épée, c'est la voie du cœur, c'est la voie du sacré, c'est la voie de la beauté, c'est la voie de la grâce, de la reliance à quelque chose de spirituel, mais pour moi, il y a quelque chose d'une forme d'une manipulation indirecte on veut renverser de nouveau cette opposition du dominant masculin sur un féminin faible, et pour y arriver, bon, le féminisme c'est un peu has-been, hein, vous avez remarqué que maintenant c'est passé de mode. Donc il y a moins de chances d'y arriver par le féminisme. Certaines femmes sont encore dans le féminisme, hein, mais ça a moins de succès que dans les années 60-70. Donc maintenant, il y a moyen, comment faire? La question qui devait se poser, c'est comment les femmes reprennent leur place, hein, comment les femmes retrouvent leur puissance pour équilibrer ce patriarcat. Donc une des manières, une des stratégies qui peut être utilisée peut être ce biais-là. La voie du féminin sacré. Et il peut y en avoir d'autres, évidemment. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que la voie du féminin sacré dans ce milieu dit néo-spirituel que ça peut être amené. Mais pour moi, ça peut être une manière de renverser les rôles et de rééquilibrer un peu le féminin et le masculin, à égalité. Bon, moi, je l'ai vu comme ça. Voilà. Après, on peut en discuter. Hein. En même temps... il n'y a pas rejeter le féminin sacré, et je ne cherche pas du tout dans mon discours à rejeter quoi que ce soit, parce que, comme j'ai dit au départ, quand j'expérimente mon propre féminin sacré, je fais rayonner une certaine forme de lumière. Je trouve ça absolument génial de sublimer, de magnifier, de rayonner, ça a son intérêt. Hein. Mais est-ce que je peux arrêter de me prendre au sérieux avec ça? Parce que sinon, ça voudrait dire que je peux acquérir une certaine forme de puissance, de beauté, qu'en passant par là. Et que sinon, je ne suis pas capable de faire rayonner quoi que ce soit. Si je ne m'affilie pas à quelque chose de plus noble et de plus haut. Hein. Mais c'est vrai que tu parlais des hommes qui vénèrent, qui sont des adorateurs de ce type de féminin sacré. Eh bien, c'est sûr que quelque part, ces hommes-là, ils vont déifier, enfin, ils vont magnifier, sublimer. C'est un processus de sublimation. Hein. Donc, ils vont effectivement mettre la femme sur un piédestal dans ses valeurs des plus hautes, mais des plus lumineuses. Ils ne vont pas la voir comme la pute de Barbès. Et je le dis avec ce terme-là parce que c'est ça fait référence aussi à ça. Donc c'est quand même pour eux une manière, pour ceux qui s'y adonnent, hein, pour les hommes qui s'adonnent à cette vénération du féminin sacré, c'est une manière pour eux de revaloriser leur propre blason aussi, en se disant des hommes respectueux, en n'étant plus des hommes machos, brutals, dominants, affiliés au patriarcat, mais des hommes qui deviennent des hommes délicats, des adorateurs des déesses que nous sommes, donc des hommes bons, des hommes gentils, des hommes respectueux, délicats, subtils et tutti quanti. Et donc ça leur permet aussi à eux, quand ils s'y adonnent, de revaloriser leur propre image de marque, qui est quand même vachement dépréciée du fait de ce patriarcat qui génère une image d'homme brutal, violent, potentiellement dangereux, macho, dominant, agressif, etc. Donc c'est aussi pour eux
de récupérer cette image un peu plus fine, un peu moins agressive, je dirais, hein, moins violente, et en même temps de supprimer à la femme sa puissance d'agressivité en faisant ça. Et je le disais, je crois que je l'ai écrit dans l'article, c'est quand les hommes commencent à être vraiment des adorateurs plus de ces femmes sacrées, ils prennent une posture de petit garçon face à une mère toute puissante. Donc il y a une relation ici qui est une relation d'enfant à parent et non plus d'adulte à adulte, c'est-à-dire une vraie femme en face d'un vrai homme. Et donc cette vénération, si elle est assez consistante et qu'elle dure dans le temps, bon, si elle est que sur une séquence d'un rapport sexuel et affectif et sentimental, pourquoi pas, on peut jouer à ça. Mais si elle est durable, ça va générer une relation entre un homme et une femme qui est très bancale. Un petit garçon qui se hisse sur la pointe des pieds pour vénérer maman, pour la contenter, pour la satisfaire, pour la faire jouir, pour la rendre heureuse, et en se croyant capable d'eux en plus. Et elle est sur sa posture toute puissante là-haut, cette femme déesse là, voilà. Donc c'est une relation qu'on dit symbiotique et déséquilibrée, et qui n'est pas intéressante dans la durabilité. Que si on continue à trouver un rééquilibrage un peu plus affiné, hein, eh bien à ce moment-là, on ira vers quelque chose de l'androgyna, qui est de l'ordre d'un équilibrage interne des polarités féminin et masculin à l'intérieur de chacun, hommes et femmes. Alors peut-être c'est une posture complètement idyllique, hein, et on sait que tout idéal ne peut être accessible à de l'humain, mais peut-être qu'il y aura un rééquilibrage qui fera qu'on ne sera pas obligé d'en passer par un féminin sacré qui est la voix soi-disant du cœur, mais qui en fait n'est pas du tout quand quelque part, c'est pas toujours dans le cœur, hein, faut arrêter, hein, parce que voilà, on peut être des femmes qui de temps en temps, on est des déesses, mais on n'est pas que des déesses, comme le dit Vera, on peut être aussi, on peut être de tout, quoi, hein, on peut être aussi des méchantes, des brutales, des agressives, tout ce qu'on veut, des putes, tout ce qu'on veut, hein. Mais de rester sous une forme qui se revendique sacrée, ça oblige à se maintenir déjà, nous, en tant que femmes, à une posture sacrée tout le temps, hein, donc il faut déjà la tenir. Et en plus, ça a comme fonction pour moi, surtout rehausser l'estime de soi. Je crois que tu voulais parler. Ouais. C'est vrai que, enfin, comme disait la dame précédemment, l'histoire est faite de va-et-vient. On va dans un sens et puis dans l'autre. Il y a des mouvements de balancier. Je vois, en fait, il me semble qu'il y a une dynamique très particulière en Occident vis-à-vis de l'amour, qu'avait montré Denis de Rougemont dans son livre qui s'appelle L'amour et l'Occident, qui est un livre qui date déjà de quelques dizaines d'années, et qui disait que déjà, au Moyen-Âge, il y avait une particularité de l'Occident qui était les troubadours et les trouvères, qui partaient en fait dans un amour totalement sublimé de certaines femmes, et qui, à mon sens, ressemble un petit peu à ce qu'on définit comme étant le féminin sacré oui. Dans cette conférence. Ouais. Donc ça daterait déjà de quelques siècles, parce que ça c'est si je me souviens bien, ça doit être le 13e ou 14e siècle, enfin, quelque chose comme ça, même peut-être plus tôt. Et alors ça me fait penser, parce que ce terme de féminin sacré, je crois, vient un petit peu du milieu du tantra en Occident. Et pour autant que je sache, mais là je suis pas un spécialiste, les relations hommes-femmes dans les milieux du tantra traditionnels, c'est-à-dire en Inde ou au Cachemire, les relations, quand elles aboutissent à des relations physiques et sexuelles, ça se fait avec des prostituées. Donc c'est des prostituées en fait qu'on va voir éventuellement une seule fois. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune relation personnelle, avec une relation totalement impersonnelle. Et ce qui n'est pas le cas quand on parle de féminin sacré en Occident, quoi. Donc c'est voilà, pour dire qu'il y a quelque chose de très particulier en fait dans la dynamique occidentale, je crois, vis-à-vis de l'amour. Et cette question du féminin sacré en fait partie, quoi. Ouais. Et voilà, quoi.
Oui, tu soulignes le processus de sublimation qui était fait par les troubadours, et effectivement, pour moi, il est clair que dans la relation, que soit un homme vis-à-vis d'une femme ou d'une femme vis-à-vis d'elle-même, hein, quand elle s'affilie au féminin sacré, il y a quelque chose d'un processus de sublimation évident. Hein. Et qui peut être nécessaire d'ailleurs, c'est qu'il y a une fonction utilitaire, hein, de sublimer, de magnifier. Pourquoi on sublime, on magnifie? Pour moi, pour éviter l'ordinaire. Parce que le fait de se sentir quelqu'un d'ordinaire, bah, ça dévalorise, c'est pas très valorisant d'être dans l'ordinaire. Mieux vaut être autre chose qu'une femme ordinaire. Voilà. Pour éviter le réel ordinaire, il vaut mieux être sacré. Et d'ailleurs, je continue avec ça parce que on sait que le réel est toujours éprouvant par rapport à quelque chose dans le réel, il y a des chocs. Hein. Donc dans le réel, forcément, on peut être déçu de ne pas vivre de l'extraordinaire. Donc le fait de sublimer, ça permet justement de se sentir un peu plus extraordinaire et d'éviter les chocs de l'ordinaire. Mais ça a des conséquences, et ça a des conséquences importantes, hein, parce que de se vouloir extraordinaire, déjà on ne peut pas le tenir, on ne peut pas tenir cette posture tout le temps, on ne peut pas être des dieux tout le temps, ni des déesses tout le temps, ça c'est juste pas possible. Donc ça veut dire qu'il y a une non-acceptation de la condition humaine, limitée, et ça oblige les hommes à être dans un processus de sublimation, et donc à vivre de l'intensité. Mais est-ce que ça ne permet pas de sublimer comme ça, de se sentir plus vivant, plus intense, plus de valeur, plus, et simplement de se sentir exister? Si je suis extraordinaire, je me sens exister. Si je ne suis pas extraordinaire, je ne me sens pas exister. Donc autant se relier au féminin sacré pour être sublimé, se sublimer et se sentir exister. À mes yeux, aux yeux de l'autre, etc. Voilà, moi c'est une hypothèse. Hein, mais... ouais. Moi, quand j'entends tout ça, je me mets dans la position de l'homme qui donc peut être en attente de trouver cette femme sacrée. Et donc, voilà, existe-t-elle vraiment ? Ah ben non, ce processus c'est un processus de sublimation pour moi, donc elle ne peut pas exister si ce n'est que dans un jeu de rôle. Et en même temps, pourquoi pas, ça peut être super agréable et jouissif de se sentir une femme sacrée à certains moments. Mais effectivement, l'homme, il ne peut que sentir, si c'est un vénérateur du féminin sacré qui n'existe même pas, tu comprends que ça lui demande, ça exige de lui d'être dans un regard de sublimation tout le temps, quoi. Et ça complique, hein. Ça complique énormément. Qu'est-ce qui va projeter? Qu'est-ce que l'homme qui imagine qu'en face de lui, il a une femme sacrée, qu'est-ce qu'il projette sur elle? Et du coup, ça lui demande d'être un homme respectueux, ce que je disais, délicat. Il ne faut pas qu'il fasse de faute. Hein, voilà. Il faut qu'il soit initié par la grande déesse femme sacrée en face de lui. En tout cas, qu'il soit éduqué. Et je le dis parce que j'ai entendu, il n'y a pas très longtemps, des femmes qui se sentaient femmes sacrées et qui disaient, qui hiérarchisaient. Alors, il y a les hommes qui sont éduqués et les hommes qui ne sont pas éduqués. Il y a les débutants et il y a les initiés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une hiérarchie là-dedans, il y a une évaluation qui consiste à dire s'ils ne sont pas éduqués, il va falloir leur donner des cours, leur donner le mode d'emploi, les rendre accessibles à nos pratiques pour qu'ils deviennent des hommes adorateurs et qui reconnaissent notre féminin sacré. Donc tu vois, ça va jusque-là. Donc il y a une posture haute, il y a une posture ici arrogante, voire de mépris, hein, qui est tenue ici par une femme qui se croit une femme sacrée, ou un homme qui se veut un adorateur du féminin sacré. Ce que tu disais très bien tout à l'heure, c'est à ce moment-là, cet homme se dévirilise. C'est-à-dire qu'il ne veut pas être agressif, il veut être respectueux et subtil, et donc il perd de sa virilité, de sa verticalité, puisqu'il joue dans la cour des petits. La cour des grandes, c'est les féminins sacrés, la cour des petits, c'est les garçons qui doivent se hisser à la hauteur du féminin sacré, et donc ils se dépotentialisent, ces hommes-là, quelque part. Tu vois ? Et les femmes attendent, elles le disent pratiquement toutes, elles veulent des vrais hommes, elles veulent aussi des hommes qui sont contenants, qui assurent et qui sont dans leur masculinité.
Elles veulent pas des hommes qui sont là juste à les regarder comme des déesses toute la journée, quoi. Tu vois ? Donc à la fois c'est ambigu parce qu'elles veulent des hommes délicats, respectueux du féminin sacré, qui sont en connexion avec leur féminin, mais à la fois doux et sensibles, mais à la fois elles veulent des hommes qui y vont, qui sont virils, qui sont aussi capables de verticalité, d'affirmation de soi, etc. Donc eux, ils sont perdus là-dedans. Et à notre époque, on entend beaucoup d'hommes qui ne savent pas plus dans quel cours jouer. Je suis tout à fait d'accord sur l'idée que ça peut être utilisé, des cours sur le féminin sacré ou des voix diverses et variées sur le féminin sacré ou des lectures autour de ça. Ça peut rehausser, et ça rehausse très souvent. Moi, je vois beaucoup dans ma clientèle, dans mes patientes, le fait de s'affilier à des déesses ou à du féminin sacré, ça les aide effectivement à rehausser leur image d'elles-mêmes. Et tant mieux, c'est super que ça existe. Parce que sinon, elles se dévalorisent, elles se déprécient, et c'est dommageable. Donc on a besoin de rehausser notre image de nous, de se donner de la valeur, alors que ce soit par le biais du féminin sacré, par le biais d'un stage sur l'affirmation de soi ou de tout et n'importe quoi, c'est tout à fait OK. L'idée pour moi, c'est de ne pas s'y croire, quoi. D'arrêter de se la péter, entre guillemets, et de vraiment de se revendiquer comme pur et dur du féminin sacré, comme le mouvement le plus beau, le plus meilleur, le plus, et que les autres, du coup, sont à mépriser, ou pas intéressants. Hein. Donc c'est comme si on génère une hiérarchie de valeurs ici, qui est dommageable, en fait. Mais tant qu'on le joue entre nous, dans un couple, pour générer de la sublimation, d'un processus de magnificence, en passant par des postures, parce que le féminin sacré, ça passe aussi par un vocabulaire. Certains connaissent, qui est effectivement issu du milieu tantrique. Je salue le divin qui est en toi, avec il y a des signaux, il y a des repérages, il y a un code. On fait comme ça, des signes comme ça. On peut faire du recueillement, on peut faire de la méditation. Il y a des pratiques qui vont avec ce féminin sacré, qui peuvent être utilisées. Mais je vous rappelle qu'on n'est pas obligé de les utiliser pour avoir accès au sacré. On peut ne rien utiliser du tout et se sentir dans le sacré. Parce que pour moi, la voie du sacré, et ça ne regarde que moi, elle est sentie de l'intérieur, elle est touchée de l'intérieur. Elle n'a pas besoin d'une forme externe pour dire je suis dans le sacré. Maintenant, on peut en passer par un rituel, on peut en passer par une ambiance, des bougies, des musiques, des phrases qui sont du Shiva, de la Shakti. Enfin, on peut en passer par tout ce qu'on veut, c'est pas le problème. Mais pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de je sens que c'est sacré maintenant, et ça peut être sacré là, tout de suite. On n'a pas besoin d'en passer par une forme qui représente quelque chose pour avoir accès. Et je dirais même au-delà, parce que c'est un clin d'œil que j'ai fait par rapport à quelqu'un qui disait moi, si je suis dans mon féminin sacré, alors à ce moment-là, il y a des débutants et il y a des initiés. Ouais, c'était une posture assez, je trouve, arrogante comme ça. Et je peux dire, mais pour moi, c'est l'inverse. C'est quand je peux me passer des pratiques, des rituels, des formes, du vocabulaire, etc., et que je sens que c'est sacré, alors je suis plus débutant. Mais comme il n'y a pas de débutant et d'initié, pour moi il n'y a pas de débutant et d'initié, mais il y a quelque chose de l'ordre de la voie du senti. Si j'ai besoin d'en passer par des formes et des représentations, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais c'est pas à revendiquer comme il faut en passer par là absolument. Ce que tu as peut-être pas suffisamment mis en avant, c'est qu'à mon avis, souvent le passage par le féminin, enfin d'après mon expérience, le passage par le féminin sacré est un moyen pour les femmes, beaucoup, pour les hommes aussi sûrement, d'essayer ou de penser que c'est un moyen de passer par-dessus des blessures liées à la sexualité très directement. Oui. Alors, autant chez l'homme que chez la femme. Oui. Et que c'est un moyen un petit peu magique, c'est-à-dire que voilà, par rapport à ma sexualité, il y a ça qui ne fonctionne pas, et ça, et ça, et ça, et je traîne ça depuis très longtemps, et j'ai fait un tas de boulot là-dessus, etc. Et un peu magiquement, parce que je contacte ou je crois contacter le spirituel par le biais d'un certain nombre, ce que tu dis, rituels, etc., etc., et bien ça va marcher. Et alors, je vais dire, le problème, à la limite, c'est que ça peut marcher aussi, parce qu'effectivement, ça fait sortir d'un certain nombre de postures automatiques, et c'est là que le tantra est très riche d'enseignements, par exemple, c'est-à-dire que tout ce que peut apprendre la vague, se décoller, entre guillemets, du rapport sexuel classique, pénétration, etc., etc. Et donc, c'est ça aussi, je crois, qui fait
l'intérêt et l'enthousiasme, mais en même temps qui fait que beaucoup se plantent quelque part, restent dans ce domaine-là qui peut être tout à fait intéressant, mais en même temps ne permet pas d'accéder forcément à toute la dimension très très large de la sexualité. C'est-à-dire que voilà, on est princesse, on est déesse, mais on n'est pas femelle, on n'est pas putain, on n'est pas etc. Alors que c'est tous ces aspects-là que logiquement on visite dans la sexualité avec quelqu'un. Oui, tout à fait. Et c'est un commentaire qui est très juste, que je m'étais fait aussi, hein, et que il me semble que effectivement ce féminin sacré, pour les femmes qui en ont besoin et qui s'enthousiasment là-dessus, ce sont souvent, si vous regardez bien, des femmes blessées. Un féminin blessé, des abus, des hommes un peu brutaux. On va savoir ce qui est arrivé dans leur parcours. Et ce féminin blessé, effectivement, va se réparer en se connectant ou en se réparant avec ces valeurs du féminin sacré. Et ça marche. C'est un peu magique, mais ça marche. Et ça marche très bien. Et tant mieux. Tant que c'est pas... Mais si on ne voit pas que c'est utilisé comme une stratégie, c'est ça qui est embêtant. Tant qu'on voit, j'utilise la stratégie du féminin sacré pour me réparer, pour rehausser mon image de moi, pour cesser de me sentir blessée. Donc du coup, je gagne en puissance en tant que femme. Et du coup, je me répare en faisant ça. Et ça, c'est génial. Mais en général, c'est pas vu. C'est pour ça qu'après, comme tu l'as dit si bien, c'est que ces femmes qui se connectent à leur féminin sacré, comme elles se sont réparées, elles veulent rester dedans. Elles veulent pas en sortir. Donc elles le revendiquent haut et fort. Et à ce moment-là, elles vont se priver de tout un éventail large qui est un féminin ordinaire, un féminin qui peut visiter une sexualité entre guillemets qui serait basse, qui n'est absolument pas basse, fantasmatique, enfin tout type de sexualité qui serait autre qu'une sexualité sacrée. Mais c'est pas vu comme tel, c'est pas vu comme une stratégie, comme un moyen pour se réparer. Ouais, ce qui venait là, à l'évocation de tout ça, c'était que beaucoup des problèmes de dérive venaient d'une appropriation partielle finalement de tradition. Parce que ça me faisait penser à... Alors, bon, par exemple, puisqu'on parlait du tantrisme, dans le bouddhisme tibétain, il y a des déités qui ne sont pas des dieux, qui sont juste des figures de projection, des images, à travers lesquelles on va vivre et expérimenter différents aspects de l'énergie qui nous traverse. Donc il y a des déités qui vont incarner la colère, il y a des déités qui vont incarner la compassion, des déités qui vont incarner la tristesse. Et on se sert de ces figures de projection pour aller vivre pleinement une dimension de l'être, finalement. Et c'est pas pour rien que dans la tradition tantrique, l'art sacré par excellence est l'art du théâtre. C'est-à-dire, c'est ce jeu d'acteurs et de trouver une fluidité entre les différents visages. Les sociétés primitives ont donné ces fonctions-là au masque. Je porte le masque, je me fais posséder par une partie de l'être pour l'exprimer davantage. La difficulté, c'est quelquefois quand je m'identifie à l'un des masques et que je reste figé dans l'un des masques. Tout à fait. Donc le féminin sacré, pour moi, c'est l'un de ces masques-là qui vient faire vibrer une dimension particulière de l'être et qui peut effectivement avoir une fonction compensatrice ou thérapeutique par rapport à une blessure. Si j'ai effectivement une très forte dévalorisation, je vais aller chercher quelque chose qui va aller valoriser les dimensions. Je vais utiliser ce masque, mais le problème c'est toujours de confondre l'outil et qui je suis. Et voilà, ça me parle en ce sens que oui, à tout ce qui peut être utilisé comme figure comme forme de médiation pour exprimer ces énergies que j'ai en moi, et peut-être que je vais plus pouvoir la vivre en m'identifiant à une déité courroucée, et là je vais pouvoir entrer dans ma colère, dans peu importe l'énergie que je veux vivre. Et le problème, c'est quand tout d'un coup je vais figer quelque chose en m'identifiant à ça. C'est ça. Oui, c'est tout à fait ça. C'est dit sous d'autres termes, mais c'est exactement cette idée-là que je développe. Hein. C'est comment ou combien je vais confondre la stratégie. La stratégie, c'est j'utilise le féminin sacré pour me rehausser, pour me réparer, pour me faire du bien, etc. Et là, je confonds l'outil et l'objectif que je vise. Et du coup, je me prends pour une femme sacrée. Et après, il faut que je m'identifie à ça. Et après, il faut le tenir. Parce que c'est une posture qui est idéale. Donc, c'est une posture qui est divine. Et comme on le sait, on n'est pas des dieux, hein, ni des déesses. Donc, à un moment donné, c'est une posture de perfection
et d'ailleurs, il y avait un exemple qui était aussi intéressant à voir, c'est les mannequins qui ont beaucoup la cote, le mannequinat, la beauté des corps parfaits, l'esthétique, etc. parfaite. Pareil, quand on veut s'identifier, quand on veut s'accoler à cette perfection, on n'y arrive pas. Et c'est souffrant. De la même manière, le féminin sacré, qui à mon avis aussi un prolongement, c'est un peu analogue, c'est un peu la même idée des corps parfaits. Donc on veut jouer dans la cour du féminin sacré, mais après il faut rester dans la cour du divin et la cour de l'absolu et la cour du parfait, ce qui n'est pas tenable. Donc quand je m'identifie, à ce moment-là, je me coince dans un rôle, une fonction qu'il va falloir faire perdurer et ça va être très compliqué. Ce que je veux dire simplement, c'est que ce que dit un petit peu la psychanalyse, c'est que pour l'être humain mâle, dans sa structuration psychique, c'est assez difficile en fait de sortir de cette ornière qui consiste à voir les femmes soit comme des mères ou soit comme des putains. Ah ouais. Et il faudrait s'intéresser en fait pour voir si c'est dans toutes les cultures identiques. Mais c'est vrai que c'est le cas dans la culture occidentale, dans la culture musulmane, au Japon, tu as l'air de dire. Bon, je ne sais pas si c'est une constance anthropologique, mais bon, c'est probablement dû à la relation du petit garçon avec sa mère. Ouais. Qui est donc ce qu'on appelle le complexe maternel, quoi, ouais. qui est quelque chose d'extrêmement puissant et dont nous autres les hommes on a vraiment des difficultés à se débarrasser. Ouais. C'est une grande victoire si on parvient, mais je suis pas sûr qu'on y parvienne. Ouais. Mais oui, effectivement, ouais, plaire à maman, puis après plaire aux femmes, contenter, être accepté d'elle, être aimé d'elle. Malgré tout, l'instinct sexuel est là. Ben oui, ce qui complique. J'ai un peu perdu le fil, mais je pense que c'est important. Pour moi, le concept du féminin sacré n'en est pas un. C'est un nouvel habillage pour quelque chose de très ancien. Et si on veut rendre compte de l'intérêt de la formule et pourquoi ça marche si bien, je pense qu'il faut aussi réintroduire ça dans quelque chose de plus politique, sociologique. Enfin, je vais m'expliquer. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Philippe tout à l'heure sur l'amour courtois, par exemple. C'est tout à fait ça. On mythifie complètement une femme inaccessible, quoique apparemment elle n'est pas si inaccessible que ça tout le temps non plus. Et ensuite, on voit une évolution qui continue dans les siècles suivants. L'amour romantique, c'est exactement la même chose. Et puis finalement, la cristallisation avec le mariage classique, monogame, etc., c'est aussi installer la femme dans une posture... alors, ça ne tient pas la route très longtemps, mais enfin, l'idée, c'est quand même l'installer dans une petite icône ou dans un cadre, etc., l'amour qui dure toujours, etc., etc. Et puis vient effectivement l'irruption du féminisme dans les... Alors, ça remonte au début du siècle dernier, mais enfin, disons vraiment les avancées conséquentes et les changements concrets pour les femmes, c'est les 50 dernières années, quoi. Et là, il y a vraiment énormément beaucoup de choses qui changent dans le bon sens, notamment au niveau de la sexualité et au niveau de la possibilité pour les femmes de disposer de leur corps, de disposer de leur sexe, de leurs fantasmes, etc. Ça, il y a une très très grande liberté. Et puis quelque part, ça va trop loin. Enfin, quand je dis trop, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on s'y retrouve plus. Et avec l'irruption de la pornographie, avec l'irruption du rapport marchand au niveau des sexes, au niveau de l'échange des sexes, et quelque part, je pense qu'il y a une frustration, même des gens qui ont voulu aller très très loin dans cette direction-là, parce que quelque part ça leur échappe, et on est dans une marchandisation globale, quoi, à ce niveau-là, et il n'y a plus autre chose. D'où des tentatives d'aller dans une autre direction. Comment on fait pour aller dans une autre direction? Dans la mesure où la sexualité a pris trop de place, eh bien... on l'a réduit, la sexualité, à la limite on la nie. Il y a beaucoup... Alors, l'exemple que donnait Nicolas, effectivement, 30% de jeunes qui n'ont plus de sexualité, mais aussi le courant aux États-Unis qui a beaucoup, beaucoup d'importance aujourd'hui, virginité jusqu'au mariage, mais aussi no sexe, etc., etc. Et puis,
une autre possibilité, c'est de essayer de faire évoluer cette sexualité dans une autre dimension, et la rencontre avec la spiritualité, là je pense, est un moyen de partir sur une autre voie, quoi. Et je pense que ça c'est super important parce que c'est ce qui explique, je pense, le succès. Alors tu dis c'est dans un petit milieu. Oui. Moi j'ai l'impression que, alors ce serait intéressant de rechercher ça comment, parce qu'on connaît que ce petit milieu, parce qu'on est dedans. On est dedans, ouais. Mais j'ai l'impression que même s'il s'exprime autrement, c'est une préoccupation que l'on retrouve très largement dans des revues, dans des livres, etc. De refaire le lien de façon, alors chacun le fait à sa façon, mais de relier au divin quelque part. Oui. Voilà. Ah bah oui, c'est clair que oui, dans le féminin sacré, il y a cette tentative, cette envie de se relier à quelque chose de divin. Ça c'est clair que, et donc ça a aussi un lien avec la sexualité sacrée, etc., qui est un autre thème, je dirais, qu'il faut faire l'objet d'une conférence. Mais c'est vrai qu'il y a cette envie de se relier à quelque chose qui nous dépasse, peut-être pour nous permettre de donner du sens à notre vie, pour nous permettre de nous rassurer, de nous sentir exister, etc., toutes les questions existentielles. Mais il y a ce besoin de se relier à quelque chose de divin, puisque les religions sont en perte de vitesse, donc la sexualité sacrée, le féminin sacré, tout ce qui est sacré a du succès en ce moment. Mais je répète, moi je pense quand même, tu dis dans quelque chose d'assez large, pour moi ça reste dans un petit milieu. Après ça se médiatise, mais pas tant que ça pour moi. En même temps on voit qu'il y a une intentionnalité de reliance à quelque chose de l'ordre de la spiritualité. Il y a une ou l'autre. Est-ce que quelqu'un veut encore dire quelque chose? Parce que comme c'est l'heure, je voudrais... Bon. Donc peut-être en résumé, cette question que j'ai soulevée, qui est comment le discours du féminin sacré écrase les hommes. Quelqu'un disait massacre les hommes sont massacrés. Entre guillemets, ça, c'est aussi un clin d'œil, parce que dès qu'il y a une voie, une stratégie pour se revaloriser, pour se magnifier, pour utiliser ce processus de sublimation, et qu'elle n'est pas reconnue et vue, forcément il va y avoir une envie comme une revanche non directe, non dite, sur j'utilise le féminin sacré pour me rehausser, pour me réparer, pour me faire du bien, et pour du coup dévaloriser et déprécier ce masculin qui me dérange, qui me blesse, qui me fait mal, qui me fait peur, etc. Et donc ça peut être intéressant de jouer quand même la carte du féminin sacré comme une possibilité parmi tant d'autres. Et pourquoi pas jouer dans la cour du féminin sacré, si ça me fait du bien, si ça me fait plaisir, mais en reconnaissant que c'est une stratégie comme une autre. Et que derrière ça a une fonction utile. Et que du coup, je peux aussi par moment jouer au féminin sacré, comme le lendemain jouer à la pute de Barbès, ou le surlendemain jouer à une femme libre qui est ni dans cette catégorie sacrée ni pas sacrée. Mais voilà, est-ce que, pour moi c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, est-ce que je peux épouser toutes les formes sans rentrer dans une catégorie en disant que j'ai raison, que c'est celle-là qui est la bonne, et que je veux y rester, et que les autres qui ne sont pas dans cette catégorie ne sont pas éduqués, devraient être initiés, voilà, ils sont exclus. On va dire il y a les bons, il y a les pas bons. Il y a les hommes intéressés par le féminin sacré, les femmes sacrées, et puis les autres, ils ne sont pas évolués, quoi. Et voilà. Et ça, je suis très vigilante là-dessus, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de déjà de pas juste et de pas vu surtout. Voilà.